Est-ce que je dois parler en français? Oui, Parler d'humiliation. oui. Pourquoi je suis comme je suis? Je me posais vraiment la question du pourquoi tu pouvais agir de telle ou telle façon. Moi aussi, je me suis demandé pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi j'essaie de me blesser. Pourquoi je cherche des raisons pour être blessée. Je me fais du mal. Tu vois, ce que tu fais là, ça pourrait avoir des conséquences réellement Oui, dans ton couple. oui, oui, oui. Ouais. S'il savait. On peut commettre des erreurs dans notre couple sans pour autant que l'intention soit mauvaise ou qu'on soit dans quelque chose où on a envie de blesser l'autre. C'est des réponses traumatiques à des choses qu'on a vécues en étant enfant, dont on n'est même pas forcément conscient tout le temps, qui ont des conséquences aujourd'hui dans nos relations. Et c'est pour ça que tu vois aussi ce truc où tu m'as dit, moi je pardonne et je me sens plus légère. Et je pense que dans la relation, c'est trop bien que tu puisses faire ça. Je pense qu'il faut pas tout pardonner, je pense qu'il faut savoir poser des limites, mais je pense que c'est une vraie chance aussi que tu saches... Mais je pense pas que de pardonner quelqu'un, ça veut pas dire que tu n'as pas posé de limites. Ou tu n'as pas de limites. Tu peux pardonner quelqu'un et avoir tes limites. Par exemple, avec Théo, je lui ai pardonné, il m'a trompé, il m'a blessé, brisé le cœur 1000 fois, je lui ai pardonné, mais ma limite, c'est que je ne veux plus être en couple avec lui. Voilà, je vais plus me mettre dans une situation où il peut refaire la même chose, même si tout est pardonné. J'ai plus de, comment dire, De un anger, ressentiment, oui, ouais, de colère. de colère envers lui. Je lui pardonne, mais j'ai toujours mes limites. Mais je me sens beaucoup plus léger parce que je ne garde pas pour moi tout le colère, la déception. Je ne réfléchis plus. Oui, Moi, tu je ne me sens ressasses libérée. pas. Ressasser, c'est être Oui, en oh, boucle. ouais, Ouais. ouais, exactement. Oui, oui, oui. Là-dessus. Je pense que c'est une grande force et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait être en capacité de faire dans notre couple. J'ai justement une conversation aujourd'hui dans dans les couples. Il y a 1000 raisons de se quitter. Qu'on devrait se quitter au premier red flag, qu'on Oui, devrait, et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le oui. fait que, en fait, aujourd'hui, les gens ne se battent plus pour leur relation. Alors bah tiens, je vais juste reprendre la publication. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus parce que on s'engueule, séparons-nous. On se provoque, séparons-nous. On adopte des comportements dysfonctionnels l'un à l'égard de l'autre, séparons-nous. Surtout, n'apprenons pas, ne considérons pas qu'on peut apprendre à faire mieux, à faire différemment. Ben non, c'est bien connu. Si c'est toxique aujourd'hui, ce sera forcément toxique demain. Non, pas de deuxième chance ici. N'envisageons pas les ras-le-bol, les disputes, les épreuves, les moments de doute, les perceptions différentes de la vie, les colères, les manquements, les oublis, les conversations difficiles, les déceptions, les déconnexions font partie de la vie. Non, c'est censé être fluide, facile, évident, constant. Sinon, séparons-nous. Persuadons-nous qu'on est censé savoir aimer et se laisser aimer dès notre enfance, alors qu'on grandit, qu'on se construit par le biais d'une société violente, d'écoles incompétentes et maltraitantes, de familles désincarnées, de gouvernements pervertis et confusionnels, de relations entre hommes et femmes habitées par la rage de guerre. Et si l'autre est incompétent pour m'offrir cette constance, alors je préfère être seule. Ben oui, il m'a gavé de « il faut d'abord s'aimer soi-même, peu importe le prix, il faut se choisir avant tout, parce que je suis la personne la plus importante de mon monde, et pourquoi pas du monde d'ailleurs. Alors allons-y, soyons toujours plus exigeants, on est tellement exceptionnel qu'on peut se le permettre, non ? L'humilité, l'indulgence, l'empathie, la congruence, à quoi bon de toute façon. Bref, je sais pas si tu vois le principe, mais c'est de dire que l'autre n'a plus le droit à l'erreur, en fait. C'est d'accepter Oui. que... Mais ça me ramène à une autre question que je me suis posée souvent aussi, parce que je suis quelqu'un qui pardonne souvent et assez facilement. Comment on peut savoir quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on va accepter, pardonner, comprendre de l'autre, s'il fait des erreurs, si c'est pas parfait tout le temps, ça je peux comprendre. Mais à quel point, comment on peut savoir si ça vaut le coup de continuer? Si c'est cette personne, je dois battre pour lui, je dois faire l'effort de comprendre, de lui pardonner, ou si c'est vraiment pas le bon personne et c'est pas bien d'être ensemble. Je pense que ce que je te disais, il y a l'intention. C'est l'intention que ton partenaire est là quand il fait une erreur. Est-ce que son intention, elle était vraiment de te blesser ou est-ce que c'était
pas du tout le cas, que c'est quelqu'un qui veut profondément te rendre heureux, mais tu vois qu'il a des réponses traumatiques comme toi, tout à l'heure on en parlait, des trucs qui, ça fait partie de toi, c'est ancré, c'est là et tu peux rien. Et donc tu vas faire des erreurs, mais pas dans le but de blesser l'autre. Deux, est-ce que cette personne, elle est capable de reconnaître son erreur, de savoir qu'elle a été dans le tort et de s'excuser et de comprendre qu'elle a fait une erreur. Et trois, est-ce que c'est une erreur qu'elle va recommettre de façon régulière ou est-ce qu'elle va comprendre l'erreur qu'elle a faite et ne pas la reproduire? Parce qu'en fait, si tu comprends que tu as fait une erreur, que tu t'excuses de cette erreur, que tu sais que tu as blessé quelqu'un et que tu ne recommets pas cette erreur parce que tu sais que tu as profondément fait du mal à l'autre, pour moi, c'est OK de pardonner. Je pense qu'une erreur, elle est OK si elle est admise, comprise et qu'elle est évolutive, s'il y a une vraie envie de changer et de plus blesser l'autre. Mais ma question aussi, c'est comment, et c'est peut-être rien à voir avec cette conversation, mais comment on peut savoir si on est avec la bonne personne? Je pense, je sais pas si j'ai la réponse, hein. Moi, je pense que tu sais que t'es avec la bonne personne quand tu as envie de te battre pour elle tous les jours. Je pense que c'est un choix que tu fais dans ton quotidien. Et il y a la partie où tu te sens assez en sécurité pour pouvoir être absolument toi-même qui est très importante. Cette partie où tu sais que tu peux être toi dans toutes les parties, comme on disait tout à l'heure, sombres ou lumineuses, et que tu seras accepté et que tu peux pleinement être dans ta vulnérabilité, dans ton authenticité. Je pense que ça, c'est un. S'il y a quelqu'un avec qui tu marches tout le temps sur des œufs, oui, non, ça, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Je pense que c'est quelqu'un qui te fait aimer qui tu es quand tu es avec cette personne. C'est-à-dire que tu as l'impression d'être une meilleure version de toi-même. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a de la fluidité. C'est-à-dire que les conversations, il y a comme une espèce de cohésion dans le partage. T'es pas en train de devoir tout le temps expliquer ce que tu veux penser. C'est tout de suite, ça tilt des deux côtés. Il y a une espèce de fluidité, une compréhension, un langage commun. Je pense que il y a une profonde envie de rendre l'autre heureux et un investissement de toi qui est quelque part assez naturel. Je pense qu'il y a la connexion physique. Je pense qu'il y a des valeurs partagées. Je pense qu'il y a les valeurs partagées. Pas des... Je pense que tu peux être différent, mais je pense que les valeurs doivent être... les valeurs les plus profondes. Et une vision de la vie partagée. Des projets communs. Projets en commun. Ouais. Parce que si un de vous veulent déménager en Chine et l'autre pas, peut-être ça va pas marcher. Ou si l'un veut des enfants, l'autre pas. Ah oui, voilà. Il y a une grande question qui se pose et que je trouve très intéressante, c'est est-ce qu'on peut être avec quelqu'un qui a une divergence d'opinion politique? Oui. Toi, tu penses que oui? Oui. Ça dépend à quel point. Par exemple, si toi, tu es vraiment extrême gauche et l'autre est vraiment extrême droite, non. Mais si toi, tu es un peu au milieu et l'autre, il est un peu plus droite ou gauche, et c'est pas parce que une divergence politique, d'opinion politique, c'est pas que la politique. Ça représente aussi une façon de voir le monde et de peut-être une optimisme vers l'humanité. Et si c'est vraiment vous êtes vraiment aux deux côtés du spectre, je sais pas si. Oui, du spectre, oui, deux extrêmes. Deux extrêmes. Vous êtes juste trop différentes. Mais si il y a des différences politiquement, oui, pas trop de soucis. Si c'est pas quelque chose qui est nécessaire de parler tous les jours, de parler de ça, ou ça fait pas partie de ta personnalité profondément, si ça fait pas partie de ton boulot, si tu n'es pas politicien et l'autre il est vraiment, je sais pas. Si je pense que oui, ça peut exister. Et j'en suis sûre parce que je connais plein de couples, des couples qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, qui sont un peu sur les deux côtés, un gauche, un droite, mais pas les deux extrêmes. Pas extrême gauchiste, extrême droite. Oui. Ouais. Je pense que là, les valeurs sont trop différentes. Oui. Tu sais, on est vraiment sur ce truc de valeurs pour le coup. Ouais.
On dit que les extrêmes sont jamais bons. Ou si ces croyances, beliefs, si les croyances de ton partenaire ne Se contredisent. se contredisent pas tes croyances très fortes. Par exemple, si avortement peut-être. Ah, ok. Ah oui, féminisme. Si je suis vraiment pour avoir le droit d'avoir un avortement, bien sûr. Et mon partenaire pas du tout, ils peuvent pas vraiment pas comprendre, ça va pas marcher. Ah non, c'est sûr. Ou comment dire, the death penalty. Ah, la peine de mort. Ah oui, bien sûr. Des choses comme ça, ou immigration, où il y a des sujets où si vous êtes pas d'accord ou presque d'accord, ça va pas trop marcher. Je suis d'accord. Toi qui es avec un homme avec de fortes valeurs, comment tu vis cet espace? Ça m'intéresse. Toi qui es aussi une femme avec un tempérament assez libre, quelque part, extrêmement ouvert d'esprit. Comment tu vis ça au sein de ton couple? Est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent totalement fonctionner au sein d'un couple? Enfin, j'ai l'impression que tu vis plutôt bien. Je pense que quand il y a du respect et l'appréciation pour ton partenaire, même si de base tu es très fermé, comme mon partenaire, il est très fermé, il est très sûr de lui et ses convictions, il me voit et même si on n'est pas d'accord, il a du respect pour tout ce que je pense. Et parfois, il va dire non, je suis pas d'accord, mais après que j'ai expliqué mon avis, même lui qui est vraiment têtu, il veut pas écouter, il peut changer son avis. Donc il choisit la curiosité quand même. Oui. C'est difficile, mais il essaie de comprendre pourquoi je vois des choses comme je vois. Et moi, je suis beaucoup plus ouverte. Et c'est pas aussi facile pour moi de voir pourquoi il voit des choses comme il voit. Mais pour lui, je pense que c'est une question de respect et appréciation. Et quand tu aimes quelqu'un, vraiment, tu veux comprendre pourquoi, même si tu n'es pas d'accord, si tu aimes la personne, si c'est une partie d'elle ou lui, tu veux comprendre, même si c'est pas ton truc préféré, il fait ça pour moi. Ça, c'est vraiment beau. Je trouve que c'est un très, très beau trait de caractère. Je suis d'accord. Et ça nous ramène à des conversations tellement intéressantes. C'est bien parfois que on n'est pas deux personnes similaires parce que on a des discussions où on a deux avis différents et c'est des debates. On a ces conversations peut-être tendues, peut-être avec beaucoup d'énergie, pas tendues, peut-être c'est pas le mot, mais et à la fin de toutes les conversations, on fait pas exactement ça, mais c'est comme comment dire, on se serre la main. On se serre la main. On dit ok, très bien, je suis toujours pas d'accord, mais ok. Et parfois ça évolue ou pas? Oui. Oui. Parfois il va dire, mais maintenant que tu as dit tout ça, ok, je comprends beaucoup mieux et il va changer son avis. Pas souvent, mais moi non plus, pas souvent. Mais ça se termine toujours avec on se serre la main. Ça, c'est vraiment une qualité que j'apprécie. Tu vois, quand je t'expliquais tout à l'heure cette valeur de la curiosité que j'ai envie de te dire, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est au lieu de rester fermé sur tes points de vue et vouloir absolument convaincre le reste du monde que tu as raison, c'est prendre un petit peu plus de recul sur les choses et juste écouter, essayer de comprendre pourquoi cette personne avec son vécu et ses croyances, elle pense telle ou telle chose et arriver à te mettre un petit peu à la place de l'autre et juste ouvrir un petit peu ton esprit et pouvoir te dire ok, peut-être qu'il y a des choses finalement que j'ai envie de prendre parce que en fait parfois le problème des débats c'est qu'on est tellement dans le besoin de convaincre l'autre qu'on n'est même plus vraiment dans l'écoute. En réalité, on attend juste le moment pour pouvoir affirmer son propre point de vue. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez triste. Mais pour moi, ça nécessite le respect. Si tu ne respectes pas la personne, tu vas pas écouter. Je pense que on pourrait le faire avec à peu près tout le monde. Hein. Je ne suis pas d'accord. Tu penses pas? Non, je pense pas. Il y a des gens que je ne respecte pas et s'il dit quelque chose, je suis pas d'accord,
je vais pas vraiment écouter. Il n'y a pas plein de personnes où je ne les respecte pas. Ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver où je ne respecte pas la personne, je vais pas écouter. Je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, c'est une très mauvais exemple, mais quelqu'un en prison pour la viol, j'ai rien à foutre. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, je vais pas écouter, je m'en fous de ton avis. Alors, tu sais que c'est marrant parce que, alors, évidemment, le pire cas que tu Oui. pouvais présenter, Ouais, mais j'ai vu un film il y a pas longtemps. Je verrai tous vos visages. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et c'est très intéressant parce que, en fait, il y a même, enfin, il y a plusieurs histoires qui se présentent dans le film avec plusieurs personnages principaux qui se rencontrent en tant que victimes et agresseurs. Et tu vois les différents aspects des confrontations, mais il y en a une que je trouvais vraiment intéressante qui répond un petit peu à ce que tu viens de dire. C'est un regroupement de prisonniers avec un regroupement de victimes et il y a des débats qui sont lancés. Les agresseurs vont donner des clés aux victimes pour guérir et les victimes vont donner des clés aux agresseurs. En fait, dans cet échange-là qui est confrontant, hein, t'as des moments donnés où ça monte et c'est violent parce qu'il y a des vraies blessures, des vrais traumatismes qui ont été créés, des vies gâchées. Et c'était très intéressant de voir ce point de vue où justement, en fait, t'avais les agresseurs qui ont apporté des clés aux victimes, qui les ont aidés à sortir de leur traumatisme par ces échanges. Oui. Et parfois, tu te dis que même dans ces personnes en qui tu n'as pas cette confiance, tu n'as pas, peut-être qu'il y a même, il y a des moments où en fait, elles vont pouvoir quand même déclencher des trucs chez toi. Oui, c'est toujours possible. Ouais. C'est juste, on est beaucoup moins à l'écoute quand il n'y a pas de respect de base. Mais moi, j'aimerais bien aujourd'hui être dans la capacité, même peut-être dans ce moment-là, de garder quand même une ouverture, de pas totalement fermer, parce que je pense qu'on a toujours à apprendre. En fait, je pense que toutes les vies sont tellement différentes et que, je sais pas, c'est une vraie question, mais je pense que c'est pas facile. Mais j'aimerais bien, en tout cas, arriver à faire ça. À me dire, je suis dans la capacité quand même d'essayer de pas juger et de vraiment être à l'écoute, même quand j'ai mis un jugement dès le départ sur la personne, parce que j'estime qu'elle ne mérite pas ni mon respect, ni mon attention, ni mon écoute. Mais je te dirai plus tard si j'y arrive ou pas, je sais pas encore. Non, c'est hyper difficile à arriver à ce point. Les seules personnes, et je ne sais même pas si ils sont vraiment à ce point, c'est peut-être des prêtres ou des gens que j'ai rencontrés dans la retraite silencieuse que j'ai fait. Une femme qui s'appelle Michelle. Et c'était pas une bonne sœur, elle n'était pas liée à l'église, mais elle était religieuse, elle était à la retraite. Elle, tu voyais dans son visage juste cette goodness, bonté, vraiment. Tu avais l'impression que tu pourrais dire n'importe quoi, toutes tes conneries de la vie, toutes tes erreurs, les pires pensées que tu as jamais eues. Elle va écouter, elle va essayer de comprendre. Elle avait une énergie incroyable et je me sentais en sécurité avec elle, sauf que je la connaissais pas du tout. Mais c'est très difficile à arriver à ce point. Tu sais ce qui lead tout ça? C'est l'amour. Ouais. Absolument. Cet amour pour l'autre, en fait. Cette compréhension, cette compassion, c'est énorme. Exactement. C'est ça dans son visage. It was just love. Ouais. Vraiment. Elle te regardait, elle me regardait comme elle me connaissait depuis j'avais 3 ans. Vraiment. Au début, je pensais qu'elle était folle. Vraiment. La première nuit, on est arrivé avec Simon à la retraite. Elle nous a approchés. Écoutez, Simon, il m'avait déjà parlé d'elle, sauf que j'ai pas trop. Et il a dit oui, l'année dernière, elle a changé ma vie. Elle m'a vraiment écouté, bla bla bla. Et tout de suite, j'ai vu dans son visage juste ses yeux ouverts et son visage plein d'amour et de l'espoir et de foi. Oui, et de foi et bonté. Elle a pris ma main, elle a vraiment serré, elle a un peu caressé ma main, elle m'a regardé dans les yeux et je me suis dit, mais c'est qui cette femme? Elle absolument transperce folle. son âme. Et elle a raconté l'histoire de Saint Joseph et moi, je me suis dit, la première nuit, mais elle est folle, c'est une folle. Elle est juste un peu, coucou, je sais pas. Et après, alors la première nuit, non, elle était folle. Mais après, les derniers jours, j'ai eu l'occasion de vraiment parler avec elle et j'avais complètement tort.
Elle était juste incroyable. C'est une des seules personnes que j'ai rencontrées qui a cette vraiment amour pour tout le monde. C'est beau, hein. Tu peux même voir, on a pris des photos à la retraite et tu vois, juste dans une photo, tu vois qu'elle est comme ça. Moi, je trouve que ça se voit même dans les photos. Ouais. Tu vois tout de suite les gens. T'arrives à percevoir, même sur une photo random, t'arrives à voir l'essence de quelqu'un, je trouve. Je pense que nous, alors particulièrement les femmes, on a une espèce d'intuition hyper développée pour ça. Je pense que plus on est connecté, plus on est aligné, plus on arrive à percevoir aussi ce genre de choses. Ça m'a fait penser à une histoire que j'ai écoutée, je crois, dans un podcast il y a pas longtemps. C'est une maîtresse d'école qui, en fait, voit sur sa liste de classe qu'elle se retrouve avec l'enfant le plus terrible de l'école. Elle l'avait encore jamais eu dans sa classe, mais elle se retrouve à l'avoir cette année et elle devient hyper anxieuse à l'idée parce que apparemment c'est vraiment un cas. Il est vraiment difficile. Et en fait, cette maîtresse, elle a eu la bonne idée de, dès le départ, quand elle a rencontré ce petit, de lui donner la responsabilité, de lui dire « Ah, t'as l'air d'être un leader, toi, t'as l'air d'être un leader, je vais te donner la responsabilité de faire en sorte que le calme réside dans cette classe. » En fait, elle va lui donner cette responsabilité-là et elle va l'encourager au fur et à mesure et le féliciter pour tout ce qu'il va faire pour maintenir l'ordre dans la classe. Et en fait, ça va trop bien se passer. Du coup, ça me fait juste me poser la question, toi, t'es de quel team? Est-ce que t'es quelqu'un qui donne ta confiance de base? Oui. Tu connais. Oui. Oui. Tu me connais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est la... Moi, à cause de ça, j'étais blessée souvent. Mais no regrets. Je suis fière d'être comme ça. J'adore. C'est une de les parties préférées de moi. Je suis fière que j'aime, pardonne facilement, j'aime vraiment avec tout mon cœur et je donne ma confiance aux gens. Pas tout le monde, pas tout le temps, mais normalement, oui. Je crois dans la bonté d'humanité et pour moi, le monde est trop déprimant si on croit pas dans ça. Je pense que c'est mieux d'être comme ça. En fait, on revient à ce même débat et puis je pense que c'est le grand débat de la vie, mais est-ce que tu choisis l'amour, est-ce que tu choisis la peur, en fait? L'amour? Oui. En anglais, on dit better to have loved and lost than to never have loved at all. Yes. C'est mieux d'avoir connu l'amour ou la perte plutôt que de ne l'avoir jamais connu du tout. C'est un peu ça la traduction qu'il faudrait faire. Ouais, c'est marrant, je viens de poster un réel justement sur ce débat-là. C'est juste une discussion entre un homme qui dit toi au moins t'as de la chance de l'avoir trouvé, l'amour, parce que moi j'ai jamais connu de ma vie et c'est la pire désolation du monde. Et elle lui répond moi j'aurais préféré ne jamais le rencontrer, ça fait beaucoup trop mal. Je sais que j'ai été profondément blessée dans le passé et Dieu sait que j'ai fermé mon cœur pendant très longtemps. Plus jamais de la vie. Plus jamais de la vie. De fermer son cœur ou de pas expérimenter, de pas oser d'aimer, c'est de marcher, de se balader dans une rue où il n'y a pas des montagnes, il n'y a pas des vallées, il n'y a pas la mer, il n'y a pas, c'est juste tout droit. Si tu visualises ça, c'est hyper ennuyeux. C'est les meilleures vues du monde. C'est dans les vallées. C'est quand t'as grimpé, que t'as galéré, que... Tu vois, at the top of a mountain, comment on peut dire ça? Au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, c'est magnifique. Tu as l'impression de toucher le Dieu. C'est un truc de beauté incroyable. Et même dans les vallées où c'est difficile, tu as de la mud partout. Tu transpires, c'est pas facile. Tu galères. C'est beaucoup mieux de avoir eu ces deux moments et d'avoir toutes ces expériences et d'apprécier beaucoup plus les moments que de rester tout droit tout le temps. Je pense qu'on n'a pas besoin non plus d'être tout le temps dans le dur pour pouvoir voir le beau, mais je pense que par contre, le linéaire ne te permet pas d'avoir la compréhension. Et il y a une très belle phrase qui me fait penser à ce que tu dis. Après le passage d'un très gros orage, quand il y a le soleil qui apparaît, que apparaissent les plus beaux arcs-en-ciel. Et ça, d'ailleurs, Axel me le disait aussi. Il me dit, je me sens pas méritant non plus totalement des études que j'ai pu faire, etc., parce que j'ai jamais eu besoin de trop travailler pour avoir mes diplômes, etc. Et il me dit, je me sens pas plus que ça légitime, du coup, méritant d'avoir ces diplômes et de pouvoir travailler, parce que j'ai pas vraiment dû fournir d'efforts. Et quelque part, il y a un besoin de ces
hauts, de ces bas, de gravir ces montagnes pour vraiment reconnaître la chance que tu as de pouvoir apprécier ce que tu as en réalité. Ou de même, oui, exactement. Comment tu peux même savoir si les choses autour de toi, ta situation est bien et incroyable si tu n'as jamais, tu n'as pas the relativity, expérimenter l'inverse pour comprendre, pour vraiment comprendre. Et aussi, c'est juste une petite analogy, mais même la vie n'a pas de goût quand tu manges tout le temps du riz et des lentilles sans sel, sans épices, sans sucre. Non, il faut les épices, la piquante, le sel, le poivre, le tout. C'est marrant parce que du coup, on revient au débat qu'on a eu juste avant que j'enregistre sur les erreurs, tu vois, qui, une fois que tu les as commises, bah, en fait, on en revient là-dessus. Et j'aimerais bien juste parce que c'était super intéressant, toute la conversation qu'on a eue là-dessus, et ce serait trop cool, je pense, de la partager. C'est en commettant parfois des erreurs que tu te rends compte que c'est des choses que tu ne voudras pas recommettre parce que tu as vécu le bas. Tu avais une très très belle compréhension et une très très belle explication à ce débat qu'on avait tout à l'heure. Je serais trop contente que tu la repartages. Tu penses pas que on a besoin forcément de commettre ces erreurs pour ne pas les commettre, mais que le fait de les commettre te permet de comprendre que tu ne voudras jamais recommencer. Ça te permet d'avoir une pleine conscience que c'est jamais quelque chose que tu voudras refaire. Et ça te permet de clore quelque part une question ou une expérience que tu aurais peut-être même inconsciemment envie de faire un jour dans ta vie parce que tu es humain et que tu as besoin d'expérimenter pour comprendre les choses. C'est très intéressant ce que tu disais dessus, je veux bien que tu repartes. Je pense que tu viens de dire un peu tout ce que j'ai dit, mais pour moi, il y a des gens où ils ont pas c'est pas nécessaire de mettre ta main dans le feu, de savoir que ça brûle, ça fait pas mal, ça fait mal, ça fait pas du bien, c'est pas bien de faire ça. Ils vont jamais faire et ils ont pas besoin de faire l'erreur de comprendre. Mais oui, quand tu mets ta main dans le feu, tu es brûlé, ça fait tellement mal. Ça, après, tu vas plus jamais refaire ça. Alors du coup, on va couper là-dessus. Je vous laisse nous dire ce que vous en pensez. Et merci d'avoir écouté, c'était trop cool. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous avez compris mon français.